va entrer maintenant dans le vif du sujet avec notre premier intervenant, premier candidat intervenant ce matin devant vous. Et nous commençons avec Emmanuel Macron, qui a 39 ans, leader du mouvement En Marche. Emmanuel Macron, un candidat qui bouscule les habitudes politiques, et ce, depuis finalement qu'il est entré au gouvernement. Le fracas avec Emmanuel Macron, c'est quasiment tous les jours. Souvenez-vous, quand il a été nommé au gouvernement de François Hollande, enfin au gouvernement de Manuel Valls, déjà, il défrayait la chronique pour avoir remis en cause dans les colonnes de nos confrères du Point le dogme des 35 heures. Emmanuel Macron n'a cessé depuis, je crois, de mémoire de journaliste, s'il s'est passé 3 jours depuis sans qu'on parle de lui, c'est beaucoup. Il n'a cessé depuis de défrayer la chronique. Il fait une campagne qui, pour l'instant, se déroule plus ou moins bien, même si la dernière semaine était peut-être un peu plus difficile, Monsieur Macron. On reproche à Emmanuel Macron de ne pas encore avoir de programme. On a appris hier que le cadrage de ce programme allait être repoussé. Mais alors, quelles sont ses préconisations en matière de santé? Est-ce qu'il y a une façon, ni de droite ni de gauche, de parler de la santé? On va lui poser la question et surtout l'écouter. Emmanuel Macron, s'il vous plaît. Bienvenue. Bonjour. Merci à vous. Bonjour à vous. Et, vous inaugurez la matinée, donc vous avez une petite prime de sympathie de la part du public, c'est normal. Vous avez 5 minutes, comme tous les autres candidats, pour vous exprimer, pour nous présenter vos principales mesures en matière de santé. Et ensuite, vous serez interrogé par l'un de nos think tanks. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de parler de santé, puisque il y a quelques semaines, c'était en janvier à Nevers, j'ai pu déjà décliner plusieurs propositions concrètes sur ce sujet essentiel. Il y a 3 défis que nous avons à relever en la matière. On a un excellent système de soins en France, mais nous n'avons pas le meilleur système de santé. On prévient mal, beaucoup moins bien que chez nos voisins. On a une mortalité prématurée qui reste importante et des vraies inégalités sociales. Un cadre, il a 6 années de plus d'espérance de vie en moyenne qu'un ouvrier. Le deuxième défi qui est aujourd'hui le nôtre, c'est celui de l'accès aux soins. Un accès sur le plan financier ou territorial. Et donc, on continue à avoir ce double défi, celui du reste à charge, et donc le problème de l'accès aux soins selon des critères financiers, et en particulier sur une catégorie de soins que j'avais tôt définie, l'optique, le dentaire, l'auditif, qui sont des soins sur lesquels on a besoin d'améliorer la prise en charge. Et ensuite, on a le problème des déserts médicaux qui sont aujourd'hui une vraie inégalité. Et enfin, il y a le défi de la soutenabilité financière, parce qu'on ne peut pas avoir un système de santé qui a une augmentation substantiellement et durablement supérieure à notre croissance. Face à ces défis, les solutions que je propose, la première, c'est d'avoir une vraie révolution de la prévention. C'est le premier axe, je l'ai dit dès le mois de janvier. C'est pour cela que je veux qu'on change les modes de rémunération, en particulier des médecins libéraux, mais de l'ensemble des professionnels de santé, en ouvrant un dialogue où les modes de rémunération permettent de diversifier dans un cadre sécurisé justement la rémunération des professionnels et mieux prendre en compte les enjeux de prévention. C'est aussi pour cela que j'ai souhaité développer, pour tous les étudiants en santé, un service sanitaire de 3 mois, ce qui fait 40 000 étudiants qui iront dans l'entreprise, qui dans les écoles, pour développer les actes de prévention. Et puis c'est tout ce que j'ai d'ores et déjà pu dire sur l'alimentation, sur l'air, etc. Cette révolution, elle se fera avec les professionnels de santé, avec le monde mutualiste aussi. J'ai pu le voir en allant à Carpap il y a quelques semaines. Le deuxième élément, il est en matière d'inégalité d'accès aux soins. C'est pour ça que, dès le début, j'ai indiqué qu'il était nécessaire qu'aucun Français ne renonce aux soins pour des raisons financières. C'est pour ça que, dès le début, j'ai pris un engagement très clair, et je pense qu'il n'y a pas de système de santé qui tienne, d'ailleurs, dans cette articulation au sens-là. Dérembourser des soins, qu'ils soient petits ou gros, n'a pas de sens. Aucun soin utile ne doit être déremboursé, ne sera déremboursé dans le quinquennat. Pourquoi ? Parce que d'abord, personne ne sait de manière pertinente les distinguer, et ensuite, un petit soin ou une petite pathologie a tout fait de devenir une grosse pathologie, et c'est complètement contraire à l'objectif de prévention que je viens d'indiquer. Et donc, c'est la Haute Autorité de Santé qui fera
comme elle le fait aujourd'hui, un état des lieux des soins pour juger ceux qui sont utiles et ceux qui sont inutiles, ce qui est profondément différent. Mais c'est aussi pour ça que je souhaite réduire le reste à charge des ménages. Et pour l'optique, le dentaire et l'audio, je souhaite que d'ici 2022, ce reste à charge soit réduit à zéro par une politique sur laquelle on pourra revenir, de responsabilisation de l'ensemble des acteurs, mais de manière concertée avec les professionnels de santé. On reviendra, je le pense, dans la discussion sur le tiers payant. Je ne veux pas être trop long sur ces points-là, mais je propose sur le tiers payant d'avoir non pas un tiers payant généralisé, mais un tiers payant généralisable, c'est-à-dire à la main des professionnels pour permettre son augmentation régulière. Enfin, pour les déserts médicaux, c'est aujourd'hui 30% du territoire français. Là-dessus, il faut être clair. Les mesures contraignantes ne fonctionnent pas. Les mesures d'obligation de s'installer dans un territoire, les mesures de régionalisation, les professionnels de santé n'ont pas cette pratique, on le sait bien. C'est ce qui fait ensuite qu'on généralisera sinon des problèmes qu'on connaît déjà, des professionnels de santé qui s'arrêtent de pratiquer. On en a aujourd'hui une part non négligeable. Ce que je propose, c'est de doubler le nombre de maisons pluridisciplinaires de santé d'ici 2022 et d'inciter les professionnels à s'installer dans les territoires qui en ont besoin, d'investir également dans le numérique et la télémédecine pour permettre des consultations à distance et améliorer le quotidien des malades. Enfin, un mot, et nous pourrons là aussi y revenir, sur l'amélioration de l'efficacité globale du système. Nous devons aujourd'hui améliorer l'organisation de l'hôpital, mais en le décloisonnant. Pour cela, ce que je propose, c'est de plafonner à 50% la tarification à l'activité pour les hôpitaux, et donc de permettre qu'on ait un financement qui s'équilibre progressivement avec des rémunérations plus pertinentes, de renforcer l'autonomie des hôpitaux, de décloisonner le médical, le médico-social, et d'élargir les groupements de territoire également au privé pour avoir en amont de l'hôpital une meilleure organisation de l'offre de soins, ce qui permet d'éviter que tout le monde converge vers l'hôpital, ce qui est non seulement une source de désorganisation, mais aussi une source de coût. Donc c'est cette organisation, ce décloisonnement que je propose en responsabilisant les acteurs sur le terrain. J'espère qu'on pourra revenir dans la discussion sur la politique d'innovation, mais tout cela est aussi quelque chose qui, tout en gardant, vous le voyez bien, un système de prévention beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, en ayant un meilleur remboursement et répondant au problème des inégalités, c'est ce qui nous permet également de tenir le système avec un cadrage global où je propose de maintenir un Ondam à 2,3% sur 2018-2022, avec, à côté de ça, pour accompagner, un plan d'investissement dans l'hôpital et l'innovation médicale de 5 milliards d'euros sur la période. Merci beaucoup, Emmanuel Macron. Je vais vous laisser rejoindre, mais on peut vous applaudir, Monsieur Macron, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. Je vais vous laisser vous installer. Nous allons accueillir Dominique Régnier, directeur général de Fondapol. Bonjour Dominique, et c'est vous qui allez, et on peut vous applaudir aussi. Je vous trouve chiche en matière d'applaudissements là, ce matin. Les personnes qui sont sur ce plateau ont besoin d'un peu de chaleur humaine et un peu d'encouragement. Dominique, vous avez écouté Emmanuel Macron. Je fais une parenthèse très rapide, juste pour signaler à la régie qu'il y a un petit piège à côté du pupitre des candidats, puisqu'une partie du tapis s'est décollée. Et ce serait dommage que l'un d'entre eux se casse la figure. Enfin, en même temps, ça nous ferait un peu de reprise, mais bon, on peut s'en passer. Dominique, vous avez écouté Emmanuel Macron. Avant qu'on commence à le questionner, votre point de vue sur ce que le candidat Macron nous a présenté ce matin. D'abord, je crois, Monsieur Macron, que vous faites de la santé un des grands axes de votre programme, et c'est évidemment heureux qu'on puisse consacrer à ce thème, dans cette campagne électorale qui tarde quand même à parler du fond, qu'on puisse consacrer à ce thème toute la place qu'il mérite. Ce qui est frappant quand on vous écoute, c'est que, comme nous le savons tous ici, le taux de progression des dépenses santé, c'est 4%. On doit se limiter à 2,1. Donc on a un peu de mal à voir quand même comment, dans l'ensemble des propositions qui sont faites, d'ailleurs, on arrive à combler cet écart. Mais il y avait quelque chose que je voulais vous poser en premier lieu, M. Macron, c'est à la suite de l'intervention de Jean-Daniel Lévy, dans l'enquête qu'il a livrée ce matin, il y a une page qui est absolument passionnante. Quand on propose aux personnes interrogées les options pour réduire le déficit, rééquilibrer les comptes, toutes les options suscitent un rejet massif.
les Français ils veulent qu'on réduise le déficit, ils veulent qu'on répare le système de santé, ils trouvent que ça ne va pas bien et ils pensent que ça va aller encore plus mal, mais sur toutes les options, leur réponse est négative. Alors là, j'ai une première question qui serait trop large parce qu'on a peu de temps, mais enfin, quelle est la méthode pour fabriquer là-dessus un consensus ? D'abord, ce n'est pas, je crois, une exclusive du système de santé. Tous nos concitoyens sont pour baisser les impôts et baisser les dépenses publiques, mais contre à peu près toutes les réformes de baisse des dépenses publiques. Donc, c'est un syndrome qui n'est pas réservé à notre système de santé. Ensuite, je pense que la réponse, j'ai essayé de l'esquisser, mais si vous me permettez d'y revenir en détail, elle est justement peut-être dans notre capacité à revisiter nos méthodes classiques. Jusqu'à présent, on a, et j'y reviendrai dans cette semaine, donc je voudrais rassurer Audrey Pulvar, il n'y a pas de décalage de la stratégie financière et budgétaire, j'y reviendrai d'ici la fin de semaine. Sur ce volet-là, on a toujours fait de la régulation en partant du haut, en pensant qu'il y avait quelqu'un qui devenait président de la République et qui était totipotent, qui pouvait expliquer comment on ferait des économies sur le moindre bouton de guêtre, et on fait de la régulation annuelle quand elle n'est pas infra-annuelle. Personne ne sait faire des économies comme ça. Demandez à n'importe quel chef d'entreprise, personne ne fait des économies de la sorte. Donc il faut une stratégie qui est quinquennale, il faut donner de la visibilité aux acteurs et les responsabiliser. C'est ce que je propose. Comment on fait des vraies économies dans le système de santé ? Parce qu'il faut en faire. Quand je vous dis que j'ai un Ondam à 2,3% sur la période, ça veut dire que je fais 15 milliards d'économies par rapport au tendanciel. Pourtant, je ne vous propose pas de dérembourser, je ne supprime pas de postes dans la fonction publique hospitalière, on ne le peut pas. Simplement, j'ai un système qui est plus vertueux. D'abord, par une politique de prévention. Quand vous avez de la prévention de manière efficace, que vous avez une politique volontariste de prévention, vous évitez d'aller vers de la pathologie, vers du soin qui est beaucoup plus lourd. Et donc, c'est ce qu'on développe très mal en France. Je le disais, on est moins bon que les Espagnols ou les Anglais. On a un très bon système de santé. Notre système est parfait quand vous avez une pathologie lourde et coûteuse. Mais on n'arrive pas à faire que les gens, par des comportements au quotidien, par justement de la prévention à l'école, dans l'entreprise, évitent d'aller vers ces pathologies. Ça, c'est le premier point. Il est fondamental et il fait que c'est très important aussi de continuer à encadrer et bien rembourser, y compris les soins les plus petits qui paraissent les plus anecdotiques. Ça, je l'ai dit depuis longtemps. Parce que si on les dérembourse, les gens vont beaucoup plus facilement vers des comportements à risque, les laissent dégénérer à cause du reste à charge qu'on leur laisse, et ça se dégrade. Ensuite, c'est l'organisation de notre système de santé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez un système de santé où dans un tiers des départements, vous n'avez plus la continuité des soins. Vous appelez après 20 heures, il n'y a plus de généraliste, vous n'avez plus la possibilité d'aller chez le médecin. Donc les gens font quoi ? Ils vont à l'hôpital. Vous n'avez plus une bonne organisation de votre système de santé privé, donc les gens vont à l'hôpital. L'hôpital est un endroit formidable, c'est le pilier de notre système de santé. Simplement, c'est très cher. Et donc le jour où vous arrivez aux urgences, la moindre heure d'urgence, quelle que soit votre pathologie, elle est beaucoup plus chère que si vous aviez pu aller chez un généraliste ou autre. Donc la réponse à ça, elle est dans l'organisation de votre système de soins. Il ne faut pas chercher à faire des économies de bout de chandelle année après année. C'est un système quinquennal où vous allez dire « je gère mieux l'amont et l'aval ». Et donc en amont, je crée ces maisons de santé, j'en double le nombre, donc je les déploie à 2000, pour éviter que les gens aillent, oui mais on va beaucoup plus loin, pour éviter que les gens aillent à l'hôpital, ce qui coûte cher. Ensuite, la deuxième chose qui coûte très cher dans votre système de santé, c'est les gens qui restent. Et en particulier, parce que nous avons une transformation de nos problématiques de santé, c'est aujourd'hui, un problème de vieillissement, un problème de maladie chronique. C'est ça qui coûte cher au système. On n'a plus à gérer des gens qui sont très malades et qui meurent rapidement, on a à gérer des gens qui sont parfois très malades, mais ça dure longtemps. Et donc, par rapport à ça, ce que vous devez faire, c'est un système où les gens restent le moins longtemps possible à l'hôpital. Et donc, vous allez développer l'ambulatoire, ce qui suppose de bien développer l'aval. On l'a fait sur l'hospitalisation à domicile, je suis favorable à aller encore plus loin, mais il y a deux choses qu'il faut développer beaucoup plus, c'est ce qui est dans mon programme. La première sont les maisons de répit, pour permettre justement aux aidés et aux aidants d'avoir une organisation qui pèse moins sur les particuliers et ou sur l'hôpital et qui conduit beaucoup à rester à l'hôpital plus longtemps. Et c'est les maisons de suite, c'est-à-dire tout ce qui va vous permettre de sortir d'un environnement très coûteux qu'est l'hôpital pour aller vers un environnement qui est médicalisé mais de manière beaucoup moins lourde quand vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Je vais expliquer Emmanuel Macron sur un point de détail. Est-ce qu'il faut rembourser les séances de sophrologie ? Je pense que sur ce sujet... C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. En particulier pour les pathologies lourdes, précisément. Non, mais c'est un vrai sujet. La prise en charge aujourd'hui, justement, de tout ce qui est la souffrance, l'accompagnement sous toutes ses formes de celle-ci. La doctrine que j'ai indiquée tout à l'heure, c'est celle
ça n'est pas aux politiques de définir ce qui est utile d'un point de vue médical ou pas. C'est à la haute autorité de santé. Donc s'il est avéré que c'est utile au patient, à son bien-être et à son traitement, j'y suis tout à fait favorable. Il faut dire un mot de l'optique, le dentaire et les audioprothèses, puisque vous avez proposé, vous n'êtes pas le seul, mais vous proposez le remboursement. Je crois que j'ai été le premier. Le premier, c'est possible, oui, effectivement. Vous avez proposé le remboursement à 100%. Parce que quand on a, c'est un paradoxe aussi, c'est comme les dépenses, parfois on dit que vous n'avez pas de programme, mais on peut le recopier. Ce qui est... C'est vrai que c'est une campagne électorale. C'est une campagne, non mais parfois il faut dire les choses. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Comme je sors de cours, je me crois un peu en colloque, mais en fait non, c'est une campagne électorale, c'est vrai. Alors, oui, l'estimation, c'est 4,5 milliards à peu près le surcoût. Vous évoquez la CSG. Non, ça ne va pas marcher du tout comme ça là-dessus. Là où je propose la CSG, c'est pour continuer ce qu'on a fait d'ailleurs depuis 25 ans, gauche et droite confondues, qui est le financement de la maladie. Je dis, allons au bout, ne finançons plus la maladie par les cotisations, il reste 0,75 points de salarial, mais transférons-le vers la CSG. Donc ça n'a rien à voir avec la couverture. Mais la CSG, vous la modifiez en quel sens? Puisque, en fait, ce que je fais... C'est un impôt qui fonctionne, c'est massif. Mais la CSG, sur le taux normal, ça n'a rien à voir avec les trois risques qu'on vient d'évoquer. Je peux revenir sur ce point. Ce que je dis, c'est, aujourd'hui, je supprime 3,1 points de cotisation salariale, donc qui pèsent sur le salaire net, et je fais l'équivalent pour les fonctionnaires, les indépendants, les professions libérales, et je transfère cela, ce qui est la fin du risque maladie et le risque chômage, je le transfère vers la CSG. Okay, donc, ce qui fait que j'ai un élément de bascule, c'est neutre d'un point de vue de finances publiques, mais c'est plus cohérent avec la nature de ces risques, qui ne sont plus des risques assurantiels qui pèsent sur le travail. Et donc, c'est ce qui fait que sur le chômage, côté salarial, et la maladie, j'ai une bascule en termes de financement qui me permet d'ailleurs de créer du pouvoir d'achat chez toutes celles et ceux qui travaillent. Mais vous dites 250 €, vous dites à peu près. Exactement. Vous ne changez pas la base non, pas du tout. Ni les taux. Je change la base, je supprime 3,1 points de charge sociale salariale pour le transférer en 1,7 points de CSG taux normal. Donc je ne touche pas la CSG taux réduite, par exemple, pour les 40% de retraités modestes, tous les autres, mais c'est ce qui fait que vous avez un gain net pour toutes celles et ceux qui travaillent et que c'est un système où les contributeurs sont celles et ceux qui ont des revenus du capital ou qui sont les retraités les plus âgés. Ça, c'est un élément de mise en cohérence du fonctionnement de notre système de santé et d'assurance chômage. Alors, pour ce qui est de l'optique, du dentaire et des audioprothèses, aujourd'hui, on a 4,7 milliards d'euros sur une dépense totale de 17,4 milliards d'euros de reste à charge. C'est là où on a un problème d'accès aux soins, on le sait très bien. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'avoir une amélioration de cette couverture, puisque c'est en 5 ans d'arriver à 0, et donc d'avoir une prise en charge totale, de manière concertée avec les professionnels de santé. En faisant comment ? D'abord, en prenant beaucoup mieux en charge tout ce qui sont les soins et les éléments de prévention. Aujourd'hui, quand on regarde d'ailleurs la stratégie qu'on a sur le bucco-dentaire, on avait des professionnels de santé qui ne vivaient pas des petits soins, ils étaient très mal payés, ils se rémunéraient très peu, mais ils se rémunéraient mieux sur les soins les plus lourds, par exemple les bridges, les prothèses et autres, qui ne sont pas forcément les plus utiles ou les plus souhaitables. Donc, moi, je souhaite valoriser, et j'ai entendu d'ailleurs ce que disaient les professionnels de santé dans ce secteur, qui sont aujourd'hui en grève parce qu'il y a une convention difficile qui est en cours de négociation, ils souhaitent pouvoir mieux travailler davantage là aussi vers un système de soins, une meilleure prévention, et qu'on prenne mieux en charge ces éléments. Donc, premier point dans la méthode, c'est concerter avec les professionnels pour qu'on puisse mieux valoriser les actes de prévention, mieux valoriser ces petits actes qu'on couvrait mal et qui pouvaient parfois inciter soit certaines personnes à attendre, soit certains professionnels à aller vers tout de suite des actes plus lourds parce qu'ils étaient plus rémunérateurs pour eux. Ensuite, par rapport à cela, on a aujourd'hui un système qui est mal organisé en termes de couverture parce qu'il y a une forme de déresponsabilisation collective. La sécurité sociale les rembourse très mal, les mutuelles et les assureurs les remboursent un peu, mais pas suffisamment pour les réguler proprement, et donc on a laissé parfois des coûts s'envoler, on n'a pas une vraie transparence alors qu'on a une couverture qui peut être coûteuse. Donc ce que je propose là-dessus, c'est de mettre davantage de concurrence entre les assureurs, les mutuelles, etc., par des contrats types. Je ne les impose pas de manière exclusive, mais je dis pour que le patient puisse s'y repérer, pour qu'on puisse savoir combien ça nous coûte et savoir quel est le meilleur contrat, il y a 3 contrats types que tout le monde doit proposer.
Parce qu'aujourd'hui, je vous défie, si vous voulez vous couvrir sur le dentaire ou sur les lunettes, vous allez demander à des assureurs ou des mutuelles leurs contrats, vous ne pouvez quasiment pas les comparer. C'est très dur de les comparer, on le sait bien. Et donc ça, c'est un élément de transparence qui est très important. Ensuite, sur les professionnels, là aussi, je demande plus de transparence, c'est-à-dire transparence des coûts, du coût réel de la prothèse et une plus grande concurrence. Donc vous voyez, Comment disparaît le reste je ne comprends pas comment... Mais le reste à charge, il va disparaître, par une meilleure couverture, de par ce système de concurrence, par une meilleure transparence et concurrence, parce que vous allez voir exactement ce que coûte la prothèse, et donc ça va créer une pression sur éventuellement la marge qu'on se faisait sur une prothèse qui avait un coût de 100 et qu'on vendait 150 ou 200, et surtout par un travail concerté avec les professionnels de santé qui va permettre de reparamétrer les coûts, parce qu'on a aujourd'hui un système, je prenais le bucco-dentaire, qui fonctionne très mal, où vous avez laissé s'envoler des coûts sur des prestations où ils font leur rémunération, parce que vous couvriez mal certains éléments de soins qui étaient plutôt dès le début de la chaîne, qui sont les bons soins. Donc, ce que je veux dire, c'est réorganisation du système dans le bucco-dentaire, l'ophtalmo et l'audio, qui sont ces trois systèmes où aujourd'hui on rémunère de manière impropre les professionnels de santé, plus grande contrainte sur la couverture avec ces contrats types, en particulier donc pour mutuelles et assurances, et 3, l'élément de concurrence et de mise en transparence des prix, à la fois pour les prothésistes et les professionnels de santé. Une dernière question très rapide et une réponse rapide. Ce qu'on peut craindre, c'est que le reste à charge se transforme en réalité en charge sur les mutuelles, c'est-à-dire en fait sur ceux qui ont accès au contrat. C'est une espèce... On pourrait y voir un tour de passe-passe en quelque sorte. Le reste à charge demeure. Non, il est transféré aux mutuelles. Non, pas du tout. D'abord, attendez, le reste à charge, c'est justement ce qui n'est pas couvert par la mutuelle ou la sécurité, par la sécurité sociale. On va le couvrir par des cotisations. Mais je ne vous ai pas du tout proposé d'augmenter les cotisations. Non, on va augmenter le coût des mutuelles. Mais je vous ai dit aujourd'hui, ça c'est si je déremboursais la part garantie par la sécurité sociale. Vous faites là une erreur de raisonnement. Quand la sécurité sociale se désengage de soins petits ou grands, là, vous augmentez le reste à charge et la part des mutuelles. Là, aujourd'hui, la sécurité sociale, selon ses soins, elle couvre entre 4 et 8%. Donc, de toute façon, vous avez aujourd'hui un reste à charge. Ce que je dis, c'est que ce reste à charge, il est dû à quoi? Il est dû à des coûts qui sont trop importants parce que vous n'avez pas assez de transparence et de concurrence. Donc ça, on baisse des coûts. 2, par un système de couverture qui est inadapté parce que vous couvrez mal des soins qui sont plus utiles et en amont de la chaîne. Et les professionnels de santé le souhaitent. Donc c'est un débat avec les professionnels de santé pour mieux couvrir des soins utiles dès le début, en particulier sur le bucco-dentaire, ce qui vous permet d'éviter d'aller vers des soins en aval qui sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus coûteux. Et 3, par une mise en concurrence plus claire des mutuelles et des assurances. Nous sommes ici hospités par la mutualité française, mais pardon de dire aussi les choses en réalité, nous n'avons pas aujourd'hui un système qui est pleinement satisfaisant en matière de transparence et de comparaison, qui a aussi un coût. Aujourd'hui, quand je regarde, moi, assuré, est-ce que j'ai un système qui me couvre bien, qui est pleinement satisfaisant sur ce volet-là, je peux l'améliorer sur ces 3 risques-là, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas mettre en concurrence comme il le faudrait des mutuelles, des assurances, parce que je ne peux pas comparer leurs contrats. La conséquence de votre raisonnement, Emmanuel Macron, vous le voyez bien, c'est la hausse du prix des mutuelles. Pas du tout. Pardon de vous le dire, si je déremboursais la part de sécurité sociale, ce serait exactement ce que vous dites. La conséquence, c'est que ça va mettre plus de pression sur les mutuelles et les assureurs pour avoir des contrats compétitifs, parce qu'ils seront comparables, ce qui est très différent. Ça peut être la baisse de la marge ou du frais de fonctionnement des mutuelles ou des assurances. Je l'assume totalement. Parce qu'aujourd'hui, quand je la compare avec ce qu'est le système d'assurance maladie obligatoire, on peut faire des efforts et des améliorations. Ça, oui, mais c'est un système qui couvre mieux, mais qui est moins coûteux pour le contribuable et pour le consommateur de soins. Si je sortais de l'assurance maladie obligatoire, ça irait dans votre sens. Mais là, vous vous trompez. Aujourd'hui, nous avons un système dans lequel la sécurité sociale couvre très peu, et qui est couvert par les mutuelles, les assureurs et par le reste à charge. Je suis interdit de relance par Audrey. Mais oui, aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'on met en pression beaucoup plus ce système par de la concurrence. Mais on n'a pas terminé. Et que derrière, on l'organise différemment dans le remboursement. Oui, nous n'avons pas terminé. Le désavantage quand on débute, c'est qu'on n'a pas droit au retard. Parce que sinon, on laisse les petits camarades qui suivent. Et François Fillon, qui passe en dernière position, aurait des motifs de vous en vouloir. Que cela, hein, rien d'autre. On va prendre une interpellation de ceux qui ont participé à finalement l'élaboration de cette matinée, qui ont participé au débat sur le site placedelasanté.fr. Voici la question de Jean-Luc Debelle qui vous est adressée, Emmanuel Macron. Quand allez-vous faire de la question de la dépendance une grande cause nationale, si c'est une nécessité pour vous?
ça l'est. Il y a une loi importante qui a été votée d'ailleurs sur ce sujet qui a permis quand même beaucoup d'améliorer les choses. On a des défis très importants qui restent sur la dépendance. On les a rapidement évoqués dans notre discussion, mais de manière un peu latérale. Ça participe de cette transformation des risques et de ce que nous vivons en matière de vieillissement de la population, puisque c'est l'une des grandes transformations que nous allons avoir. En faire une grande cause nationale, ça veut dire avoir des réponses concrètes. Ça veut dire aller plus loin dans les aides à domicile, puisque la question, on le sait bien, pour répondre au problème de la dépendance, pour la prévenir ou en tout cas accompagner ces premiers éléments, c'est de permettre de rester à la maison, d'avoir une aide à domicile et d'accompagner celles et ceux qui sont à la maison avec le dépendant. Tout ce qu'on a dit d'ailleurs en matière de meilleure couverture de l'audio est fondamental pour la dépendance dans ses premières strates. Quelqu'un qui entend mal et quelqu'un qui ne peut pas s'équiper parce qu'il n'en a pas les moyens et quelqu'un qui va aller plus rapidement vers la dépendance. Donc là, le système a été amélioré, il faut aller encore plus loin sur ce volet-là pour accompagner les aidants. Et c'est là aussi où les maisons de répit, auxquelles je crois beaucoup, sont des éléments qui accompagnent à la fois les dépendants et les aidants. Parce que c'est ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est le deuxième point, la dépendance va créer une nouvelle catégorie de souffrance sociale, de transformation de notre société, qui est la pression faite sur les aidants, c'est-à-dire le conjoint, les enfants, celles et ceux qui, quand on reste à domicile, ont le dépendant plus ou moins grand à accompagner. Ensuite, on a le développement, ce qui commence à se faire avec les EHPAD et les services qui sont les plus spécialisés au sein des EHPAD, qui est le traitement du dépendant. Là aussi, il y a un programme d'équipement qui a été fait ces dernières années et qui a nettement amélioré les choses. Il faut le poursuivre et continuer à aller plus loin, avec des éléments, on en a très peu parlé, je le regrette dans notre discussion, mais on ne pouvait pas parler de tout, c'est le sujet de l'innovation. C'est le sujet de l'innovation. Parce que, pour moi, la dépendance, il y a plusieurs défis. 1, c'est sa prévention. 2, c'est l'aide à domicile. 3, l'aide aux aidants. 4, ce sont les structures et infrastructures qui permettent d'accompagner justement les dépendants lorsqu'ils ne peuvent plus rester à domicile. Mais c'est enfin l'innovation, ce qui me permet d'en dire un mot, l'innovation technologique médicale. Nous allons vers une médecine qui est en train de se transformer. Une partie des débats que nous avons, d'ailleurs, sont déjà des débats sur une médecine d'aujourd'hui, mais qui n'est plus celle de demain. Elle va se personnaliser, on va vers l'autodiagnostic et on va vers une transformation complète de l'accompagnement du patient. L'innovation technologique en matière de domotique, en matière d'autodiagnostic, c'est quelque chose qui va transformer aussi la gestion de la dépendance. Et aujourd'hui, notre système, c'est pour ça d'ailleurs que je propose un plan d'investissement de 5 milliards pour accompagner les économies. On ne peut pas faire des économies sur le système de santé si on n'a pas une vraie stratégie de prévention, une vraie stratégie d'investissement. Merci. C'est investir 5 milliards pour aider à cette révolution technologique qui accompagnera mieux les patients. Merci beaucoup Emmanuel Macron. Merci à Dominique Régnier. Au revoir, messieurs, dames. Merci beaucoup. Au revoir, par ici tous les deux. Merci. Merci. Au revoir, merci. Merci à vous. Tout à l'heure.